Deuxième thème donc de La Voix est libre aujourd'hui, la lutte contre les discriminations. Il se trouve que le 5e forum consacré à ce thème, organisé par la CREA, démarre cet après-midi, dure toute la semaine, avec des réunions, des débats, et puis des expositions et des manifestations de type culturel. On va en parler tout de suite avec notre invité, Paul-Marie Cavelier. Bonjour. Vous êtes l'un des participants. Si je dis que vous êtes, j'allais dire, un expert, je sais que vous êtes quelqu'un de modeste, mais quand même, c'est vrai que vous connaissez bien la question. Vous êtes vous-même formateur spécialisé dans la lutte contre les discriminations. Voilà, alors on va revenir sur ce colloque, mais auparavant, c'est vrai que le contexte actuel fait qu'on se pose des questions. Alors on passe sur les attaques du journal Minute contre la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Taubira. On se souvient, maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. Et puis moi j'ai retrouvé aussi sur des sites internet, notamment du bloc identitaire, Taubira, nous ne sommes pas tes esclaves. Est-ce que le contexte actuel, d'après vous, Paul-Marie Cavelier, fait qu'il y a de quoi quand même être inquiet? Oui, il y a une inquiétude aujourd'hui liée à un contexte économique et social difficile pour beaucoup. Beaucoup de personnes ont, à cause du chômage, à cause de la pression fiscale pour certains, considèrent que la faute ne leur revient pas, mais revient à des personnes issues de l'immigration, étrangers. On a eu le cas il y a peu de temps avec l'affaire Leonarda. Enfin, voilà, il est plus facile aujourd'hui d'exprimer une parole raciste qu'il y a quelques années en lien avec ce contexte économique. Est-ce que c'est exagéré de faire un rapprochement avec ce qui s'est passé avant la guerre vis-à-vis des Juifs, dont beaucoup, pas seulement en Allemagne d'ailleurs, mettaient sur le compte de tout ce qui se passait sur le plan économique notamment par rapport à la crise avec ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est osé? Est-ce que la comparaison peut être faite? C'est pas vraiment osé dans la mesure où à chaque crise économique que vit une société, il y a généralement une hausse de la xénophobie et du racisme. Le nombre de propos, de comportements a toujours fait lien avec les crises économiques parce qu'on rejette très facilement la faute sur l'autre. Je me souviens, étant enfant dans les années 80, avec la hausse du chômage, on disait que les immigrés volaient les emplois des Français. Voilà, et ça, avec la crise actuelle, on est de nouveau dans ce processus-là. Même si, faut quand même mettre un bémol, les actes que l'on a aujourd'hui sont surtout des propos, des paroles, des insultes. À l'époque des années 30, on était quand même au meurtre. Donc il y a quand même, c'est pas aussi violent qu'il y a quelques années, mais Vous dites attention. il faut faire attention. Les nouvelles technologies, Internet, sont des nouveaux espaces d'expression du racisme de tous bords. Alors, revenons à ce forum. Donc, je disais que c'était la 5e édition. Ce forum est organisé par la CREA. Cet après-midi, il y a des rencontres. Vous allez y participer. Oui, tout à fait. C'est la journée de la tolérance. Alors, je ne savais pas, pour être franc, qu'il y avait une journée de la tolérance. Ça veut dire quoi, ça, déjà, une journée de la tolérance? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette journée? En fait, la CREA a souhaité s'inscrire dans les chemins de la citoyenneté et notamment de mettre un temps phare lors de cette journée mondiale de la tolérance. Alors, pardonnez-moi, on précise que ça va commencer cet après-midi à 15 h. C'est pas très loin d'ici, à côté de France 3, la Maison des Jeunes et de la Culture, ou en rive gauche. C'est une précision Juste à importante. côté. Et en plus, c'est gratuit et ouvert à tous. Exactement. Donc voilà, pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Donc vous disiez que c'était le chemin de la citoyenneté. Voilà, c'est dans le cadre de l'inscription de la CREA dans les chemins de la citoyenneté, et donc avec ce temps phare cet après-midi, dans le cadre de la Journée mondiale de la tolérance, via une rencontre débat autour du visionnage d'un court-métrage sur les discriminations subies par les jeunes issus de l'immigration dans l'accès aux stages, aux études supérieures. Alors c'est Abdel Rianouari qui va parler de son expérience. En 2 mots, quelle est-elle cette expérience? Il était étudiant à l'université quand un enseignant lui a donné une liste d'entreprises à ne pas contacter pour un stage parce que ces entreprises... Un enseignant, en lui disant je vous rends service, quelque part. Oui. Voilà, comme ça vous allez gagner du temps, mais c'est incroyable ça. Et c'est pas si ancien. En fait. C'était il y a 10 ans, si j'ai bonne mémoire, le court-métrage date d'il y a 10 ans. Et on a fait appel à lui cette année parce que, hélas, ça reste toujours d'actualité. Donc, via ce court-métrage-là, il relate son histoire personnelle dans l'accès au stage, dans l'accès au premier emploi, et également dans ses débuts dans le monde du spectacle, où effectivement on lui donnait toujours les rôles de l'arabe méchant, le voleur...
alors que lui, il voulait jouer d'autres rôles. Alors, on va revenir un petit peu à vous, à votre expérience personnelle. Je disais que vous êtes formateur et vous intervenez depuis la maternelle jusqu'à l'université. Oui. Dans le monde du travail, dans les milieux socio-éducatifs, socio-professionnels. Concrètement, qu'est-ce qui vous étonne aujourd'hui quand vous êtes face à des jeunes ou des moins jeunes? Et qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous faites? Alors, dans les rencontres que je peux faire avec tous les publics que je côtoie, il y a un point commun qui ressort à chaque rencontre, c'est la question de l'homophobie et de l'homosexualité. Ça reste un sujet tabou, il y a beaucoup de crispation autour de cette terminologie, beaucoup de préjugés et de stéréotypes sur les homosexuels, confusion entre homosexualité et pédophilie, etc. Ça revient régulièrement chez le public jeune comme chez le public adulte. Ce que je constate depuis 10 ans que je travaille dans ce domaine, même si récemment on a une augmentation de l'expression raciste, ces 10 dernières années avait tendance quand même à diminuer. Par contre, la question de l'homosexualité et la question de l'égalité homme-femme restent des sujets encore très compliqués à faire avancer. Parce qu'il y a encore beaucoup de, comme je disais, de préjugés, de stéréotypes. Une femme s'occupe des enfants, ça reste à la maison, et c'est l'homme qui travaille. Ça reste encore beaucoup. Attendez, pardonnez-moi, là, mais je suis surpris, étonné, scandalisé, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui encore, on en est là. Nos parents ont connu ça, et puis quelque part, et je parle des parents de ma génération, donc on peut le comprendre. Mais aujourd'hui encore, c'est encore très présent. Ça existe encore, oui. C'est incroyable, ça, quand même. C'est-à-dire qu'on a une évolution où on a des personnes qui, dans leur attitude culturelle, sociale, ont beaucoup avancé vers plus d'égalité. Voilà, on a de plus en plus d'hommes qui prennent de congés parentaux, même s'il reste encore très peu. D'ailleurs, avec les nouvelles lois, s'ils ne les prennent pas, il y a en quelque sorte, j'allais dire, pas une punition, mais il y a une contrepartie qu'ils doivent à la société. Et ils n'ont pas les mêmes droits, enfin eux et leur épouse d'ailleurs. Donc on les oblige quand même petit à petit à jouer cette carte-là. Oui, on les incite. C'est bien ça, d'après vous, par exemple? Je pense qu'il faut laisser les personnes la liberté de le faire s'ils le souhaitent. C'est pas faut pas que ce soit une obligation. Il y a des réalités, il y a des réalités familiales, des réalités professionnelles. Ça me fait un peu penser aux listes Shabada. Vous savez, quand en politique, on dit, bah tiens, il faut un homme, une femme, un homme. On alterne comme ça, on sera sûr qu'il y aura autant de femmes que d'hommes. Et puis certains disent, bah oui, mais c'est un petit peu, c'est pas terrible parce que d'un point de vue intellectuel, en fait, on va pas au bout de la logique et on se contente, j'allais dire, d'utiliser des moyens coercitifs. Oui, mais il faut que ça passe par là aujourd'hui pour faire évoluer les mentalités, les comportements. C'est triste à dire, mais en France, il n'y a que comme ça qu'on fait avancer les choses. Que ce soit sur les questions d'égalité homme-femme ou sur le handicap, il faut passer par la loi pour faciliter l'intégration sociale, professionnelle d'individus que l'on considère à la marge. Et dans le monde de l'entreprise, il y a quand même pas mal de gens, grâce à Dieu, qui ont un emploi et qui sont dans le monde de l'entreprise. Est-ce qu'il y a parfois des méthodes un petit peu cachées pour justement jouer la carte de la discrimination, alors que normalement, il n'y a pas de raison? Est-ce que vous découvrez des choses qui vous étonnent, vous, encore aujourd'hui? Alors, vous parliez des stages tout à l'heure, mais au-delà des stages, au sein même de l'entreprise, pour des gens qui sont en CDI et qui sont théoriquement sur un pied d'égalité. Ah, moi, j'ai plus grand-chose qui me surprend maintenant, parce que j'en ai vu quand même pas mal. Ne dites pas que vous êtes blasé. Non, parce qu'on arrive toujours à découvrir des nouvelles pratiques. Non, je dirais que c'est surtout les gens ne cherchent pas forcément, quand ils sont dans l'emploi, à agir à mauvais escient, mais peuvent commettre parfois inconsciemment des discriminations vis-à-vis de collègues ou dans le cadre d'évolution de carrière. On va oublier de penser à une personne en se disant, bah oui, elle est handicapée, mais elle pourrait très bien occuper tel ou tel poste à responsabilité. C'est penser les réunions de travail, on les met très tôt le matin ou très tard le soir, sauf que pour un certain nombre de personnes, notamment des femmes salariées, c'est plus compliqué par rapport aux enfants. Donc c'est des petites choses comme ça, c'est pas... Alors qu'on pourrait très bien faire en sorte que ça fonctionne. Ça peut. Il existe plein de solutions et c'est tout le travail qu'a fait... On ne va pas y penser. Non, on ne va pas y penser parce qu'il y a deux éléments. La première, c'est que les entreprises n'ont pas le temps forcément de s'occuper de ces questions-là. Elles aimeraient bien, mais aujourd'hui, elles sont prises, pour certaines, à la gorge d'un point de vue économique.
Et le deuxième point, c'est qu'on ne leur a pas donné les moyens d'accéder à cette information. Aujourd'hui, avec le travail de la CREA depuis 5 ans, on a constaté qu'il existe beaucoup d'outils sur le territoire de prévention des discriminations, notamment en matière RH, pour prévenir tout risque discriminatoire, garantir l'égalité de traitement, etc. Sauf que ce qui manque aujourd'hui, c'est un outil de communication accessible à toutes les entreprises pour dire, bah oui, il existe ça nous faciliterait beaucoup le travail. Bon, en fait, là, ce que vous êtes en train de nous donner, ce sont des conseils, j'allais dire, c'est des conseils, en tout cas des remarques d'ordre technique. C'est pas si compliqué que ça. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur les mentalités. Vous intervenez chez les jeunes, voire les très jeunes, puisque vous dites que vous intervenez aussi à la maternelle, que c'est pas aussi un problème d'éducation, alors de formation et d'éducation de la part des parents et de la part des enseignants. Ah oui, c'est clairement un problème d'éducation et de formation. Les deux sont liés. Par exemple, la manifestation ignoble contre Madame Taubira avec des enfants qui brandissaient des bananes, de parents qui avaient tout à fait le droit de manifester s'ils étaient contre le mariage pour tous, quoi que la loi soit déjà passée. À la limite, ils n'ont pas fait ça comme ça par hasard, j'imagine. Non, c'est un choix d'éducation par rapport à leurs enfants, voilà, des élever dans un monde où il existerait des races. Enfin, voilà, clairement, pour eux, c'est naturel parce que pour eux, c'est logique. Ouais. Est-ce que l'école ne doit pas, dans ces cas-là, compenser? Parce que c'est pas d'ailleurs le problème d'une manière générale, compenser. C'est un problème éducatif enfants, général. Voilà, sont issus de milieux difficiles. J'ai pas envie de dire que c'est encore à l'école de gérer ce problème-là. L'école doit y participer. Je vais prendre juste un exemple. En maternelle, qui est composée d'enseignantes à très très forte majorité. Ces enseignantes véhiculent énormément de stéréotypes sexistes. Ah bon? Eh bien oui. Parce qu'elles vont plutôt demander aux filles qu'aux garçons de ranger la classe, par exemple. Différentes études européennes l'ont montré. Elles ne le font pas sciemment. C'est vraiment inconscient. Et c'est pour ça que le rôle de la formation des professionnels et agir en direct auprès des enfants et des jeunes, aujourd'hui, est absolument indispensable. C'est ce qui a encore été dit la semaine dernière lors du colloque sur la discrimination dans le sport au département de Seine-Maritime, où un sociologue disait il existe plein d'outils, mais aujourd'hui, il faut prioriser la formation des professionnels. Là, il parlait surtout des entraîneurs sportifs, parce que ça manque, parce que dans leur pratique au quotidien, les différentes enquêtes ont montré des pratiques discriminatoires, racistes, discriminatoires, sexistes et surtout homophobes, puisque c'est l'un des gros problèmes dans le sport actuel, c'est l'homophobie. Alors, il y a une association qui s'est créée, à laquelle d'ailleurs peuvent adhérer des gens qui sont homosexuels et d'autres qui ne le sont pas, des hétéros, dans le but de favoriser un peu les rencontres. C'est le genre d'initiative, à votre avis, qui est intéressante ? Tout ce qui peut justement générer des rencontres, parce que finalement, les homosexuels peuvent vivre dans leur coin, les hétéros dans leur coin, les racistes d'un côté, les non-racistes de l'autre. Est-ce que le but de l'opération, c'est pas justement de faire, et d'ailleurs de ce colloque, on y revient, de faire se rencontrer un petit peu tout le monde pour échanger ? Oui, c'est l'enjeu principal, d'apprendre à travailler ensemble, à se pas regarder avec méfiance, mais plutôt avec bienveillance, en se disant, on peut faire des choses ensemble avec nos différences. Parce que c'est dans l'intérêt de tous. Puis c'est une richesse. C'est une richesse. Et puis il faut être clair, il y a aussi un aspect économique. Ça coûte beaucoup moins cher de ne pas discriminer que de discriminer au vu des dernières condamnations. Voilà. C'est aujourd'hui, on a des entreprises qui ont été condamnées à plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende ou de dommages-intérêts pour des discriminations pour lesquelles ils n'avaient pas forcément conscience. Donc le coût est bien plus important de discriminer que de ne pas discriminer. Et aujourd'hui, il existe des outils, des acteurs qui aident justement à prévenir ces discriminations. Après, il faut s'emparer de la question et clairement faire preuve de volontarisme. Paul-Marie Cavelier, merci d'avoir participé à cette émission. Je précise qu'au-delà de ce colloque de cet après-midi, il y en a un autre, ça sera mardi, à partir de 14h15. Il est plutôt consacré aux problèmes liés au monde professionnel, on peut dire les choses comme ça, mais tout le monde peut y assister. C'est ouvert à tous, mais c'est vrai que les échanges vont surtout porter sur la vie professionnelle, le monde du travail. Par contre, il y a des actions de sensibilisation tout public. La manifestation de cet après-midi à la MJC Rive Gauche, c'est ouvert tout public, notamment pour les jeunes. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez rendez-vous avec vos actualités régionales.